Pour l'anecdote, mes parents devaient aller voir Johnny au Stade de France quand j'étais jeune, et j'ai dit je ne viens pas. J'ai dit le Stade de France, ça sera quand j'irai jouer une finale. Et la première fois que j'ai mis les pieds au Stade de France, c'était avec le PSG pour la finale de la Coupe de France. J'avais jamais mis les pieds avant. Et pour le maillot de l'équipe de France, pareil, j'ai jamais voulu acheter un maillot de l'équipe de France. Je me suis dit, le jour où j'aurai un maillot de l'équipe de France, c'est que je l'aurai mérité. Des fois, on a des objectifs à la con, hein. Mais clairement, ça représente beaucoup pour moi. L'équipe de France, qu'est-ce que ça représente chez toi, dans ta jeunesse, et puis et par la suite dans ta carrière? Bah déjà dans ma jeunesse, ça représente ma première cuite déjà, premièrement. Bah ouais, je suis désolé, mais Coupe du Monde 98, j'ai 14 ans, je suis au baptême de ma cousine. Je suis comme un dingue devant ce match qui me fait vibrer, qui me fait pleurer, je suis maquillé, tout ça. Et sans m'en apercevoir, je bois du punch au lieu de boire du jus d'orange, quoi. Et là, le match se termine et d'un coup, boum. Je tombe, vomis, qu'est-ce qui m'arrive? Bah ouais, en fait j'avais bu du punch voilà, pendant 2 heures, quoi. Mais non, l'équipe de France, ça représente pour moi le Graal, et la fierté de pouvoir représenter son pays, sa nation, c'est quelque chose que... En fait, j'ai l'amour de mon maillot, de mon pays, et surtout de te dire que t'es dans les 23 qui représentent 60 millions de personnes. Franchement, c'est un truc de fou quand même. Cette chance que t'as, et le poids que tu as aussi quelque part, parce que c'est à double tranchant, mais même si j'ai pas toujours été bon, même si j'ai raté des choses, voilà, le Graal de ma carrière, ça a été de pouvoir représenter mon pays. Et ton premier maillot bleu, alors raconte-moi, c'était quand, c'était où et quel effet ça t'a fait? Mon premier maillot bleu, c'était déjà, ne serait-ce que la sélection. Bon, on en parlait un petit peu depuis un petit moment. Il y avait une fenêtre qui s'ouvrait quand je jouais au PSG, et c'est Didier Deschamps qui m'appelle pour la première fois, et j'étais à l'entraînement pendant que la liste est tombée, et je rentre pour aller au vestiaire, et Nico Douchez ouvre la porte et il dit « Alors, t'es content? On te l'avait pas dit que t'allais y aller en équipe de France ?» Parce que moi je disais « Mais non les gars, il y en a d'autres qui sont peut-être meilleurs que moi. » Ils me sauçaient tous en fait. « Ah, tu vas y aller, tu vas y aller. » Et là j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue déjà de pouvoir y aller, découvrir Clairefontaine et pouvoir justement côtoyer le Graal du footballeur français. Et après le premier maillot bleu, je l'ai toujours, hein, contre l'Uruguay. C'était pas au Stade de France, c'était au Stade Océane au Havre. Après un mini-stage, parce que c'était le premier match de Deschamps au mois d'août. Et c'était un mini-stage de 3 jours, mais que j'ai vécu à 3000%, parce que je me suis dit c'est peut-être le dernier. Et j'ai eu la chance de rentrer assez tôt, parce que Mathieu Debuchy s'est blessé au pied au bout de 20 minutes de jeu. Et on a fait 0-0 contre l'Uruguay, mais j'ai pas démérité, j'ai gagné mes galons pour retourner la fois d'après. Donc voilà, j'étais avec des gars, quoi. J'étais avec Patrice Evra, Franck Ribéry, avec des gars que j'aurais jamais imaginé côtoyer dans un vestiaire. Mais ça a été assez facile pour moi de m'intégrer, un peu comme partout d'ailleurs, parce que je suis assez caméléon. Je sais être moi, dire les choses quand il le faut et me faire respecter aussi. Faut pas croire que je suis quand même un bisounours parce que je suis gentil. Mais je pense que c'est par là aussi qu'on acquiert le respect de tout le monde, c'est-à-dire que sur le terrain on donne tout, et qu'en dehors il faut savoir aussi montrer qu'on a de la personnalité. Il faut savoir s'imposer, parce que sinon la place, il y a quelqu'un d'autre qui la prend. Donc ça, je l'ai appris très tôt. En équipe de France, j'ai jamais eu un problème, que ça soit avec le staff, avec les joueurs, peu importe lesquels au cours des générations que j'ai traversées. Voilà, pour moi ça a toujours été du bonheur, et c'était vraiment un échappatoire doré de pouvoir aller en équipe de France. Donc j'allais pas me plaindre de quoi que ce soit, et j'étais vraiment heureux de pouvoir progresser au contact des meilleurs. Ta meilleure anecdote en équipe de France? Ça reste quand même la plus marquante pour moi, donc je vais la sortir quand même, mais c'est la défaite en finale de l'Euro. Moi, ça m'a vraiment marqué pendant longtemps. J'ai fait une discopathie inflammatoire derrière. Je pense que cette défaite, elle en est grandement responsable, parce que moi, c'était ma seule et mon unique compétition internationale. Elle était en France. Je l'ai rêvé, ce truc-là. J'ai eu la chance de le vivre. Et malheureusement, il n'y a pas eu la fin escomptée. Et en fait, on a tous donné, que ça soit sur le terrain pour ceux qui ont joué quasiment tout le temps, qui ont été décisifs, qui ont mis des buts, qui ont porté l'équipe. Pour ceux qu'on peut jouer parce qu'ils étaient présents tout le temps à chaque fois qu'il fallait donner un coup de main pour rentrer, pour aider l'équipe à gagner. Et pour ceux qui, comme moi, comme Ben Costil, comme Lucas Digne, comme qui n'a pas joué Morgan, Schneiderlin aussi. En fait, on s'est dévoué pour que les autres soient le plus performants possible, et on s'est donné corps et âme tous les jours à l'entraînement, dans la vie de groupe, dans aussi le fait de maintenir un niveau de compétitivité pour ceux qui jouaient. On pourra toujours me dire, de toute façon, il aurait été champion d'Europe et il a même pas joué une minute. Mais en fait, l'investissement que j'ai mis
déjà dans ma saison d'avant, dans les 2 mois de rassemblement, elle a été telle que pour moi, cette médaille, si je l'avais eue, ça aurait été la récompense du travail de l'ombre. Et cette défaite en prolongation, c'est un coup de poignard terrible. J'étais inconsolable. Il n'y avait plus un bruit dans le vestiaire. C'est l'ambiance la plus lourde que j'ai vécue de toute mon existence. On a été à l'Elysée le lendemain. C'est énorme d'aller à l'Elysée, putain. Et t'arrives même pas à en profiter parce que t'as la mort dans l'âme, en fait. Tu sais que t'es passé à côté, juste à côté de quelque chose d'exceptionnel. J'ai mis, je pense, 15 jours à digérer un peu. J'ai été exécrable, mais insupportable avec ma famille après, pendant une semaine. Alors que je les avais pas vus depuis très longtemps. J'ai été horrible, j'ai pourri les vacances de tout le monde. Les miennes aussi, hein, mais les autres ils avaient rien demandé. Et c'était vraiment un moment très douloureux, mais significatif en fait de ce que représentait l'équipe de France pour moi. C'est que j'aurais aimé lever la coupe avec la médaille et pouvoir me dire j'y ai participé, on a notre ligne sur le palmarès. Mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie de la vie. Et ça m'aura fait grandir en tant qu'homme, en tant que joueur, parce qu'après derrière tout ça il faut se relever. Et si tu arrives à remettre le pied à l'étrier, c'est que voilà, tu as grandi et tu as appris. Donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi. Il y a des gagnants, des perdants, c'est comme ça. L'histoire aurait pu être magnifique, elle reste quand même très belle parce que humainement j'ai vécu des moments grandioses et j'ai eu surtout la chance de pouvoir le vivre de l'intérieur et ça n'a pas de prix. J'ai un souvenir impérissable de mon tout premier match au Parc des Princes, titulaire avec le maillot du PSG. C'était un PSG Lyon et chaque fois que je parle de ce qui est arrivé ce jour-là, j'en ai toujours des frissons. Avant le coup d'envoi, il y a la célébration de Pedro Miguel, Paoletta, et là, un feu dans le stade. Mais là, voilà, ça commence à piquer dans mon dos. Les 2 tribunes en folie, vraiment, c'était une dinguerie. Je sentais le sol vibrer sous mes pieds, ça se bousculait dans ma tête en termes d'émotion. Je disais, mais c'est pas possible une ambiance comme ça, c'est dingue. Et Paoletta sort du terrain, coup d'envoi, et là, le public continue de plus belle à nous pousser. Au bout de 20 secondes, je crois, Jérémy Clément, il envoie une frappe de fou. Hugo Lloris, il la sort en corner, et là, le stade, il explose. Et là, je pense même plus que c'est mon premier match. Je pense même plus que c'est Lyon. Je pense même plus qu'il faut que je sois bon, que je me déchire pas. Là, je suis plus là, quoi. En fait, je suis juste porté par cette ambiance, par ce stade, par mon nouveau maillot, et je calcule rien et je sors un super premier match et voilà, ça restera toujours un moment particulier dans ma mémoire parisienne. Quand le Qatar prend le PSG, on part en stage au Portugal avec Antoine Camboiré. Et Leonardo vient se présenter, il est nommé directeur sportif, il vient se présenter et puis il nous annonce un peu les plans sur le futur, quoi. Donc il nous explique que voilà, il a bien suivi la saison dernière, qu'on avait fait de très belles choses, qu'on s'était qualifié pour la Ligue Europa et que du coup voilà, le club allait y aller step by step selon son expression pour faire l'évolution du club et qu'ils allaient s'appuyer sur les éléments de l'équipe. Et là, je pense que 15 jours et demi plus tard, il doit y avoir 7 recrues. Momo Sissoko, Kevin Gamero, Blaise Matuidi, Jérémy Ménez, Javier Pastore, Salvatore Sirigu, je pense en 15 jours. Et là, on s'est tous regardés, on s'est dit, mais il nous avait pas dit step by step, c'est quoi la taille de ses marches à lui? Et donc, c'était une anecdote un peu marrante sur l'évolution que j'ai pu connaître aussi au PSG, où ça a été vraiment très très vite et ça nous a permis d'évoluer aussi dans le bon sens. On va jouer le quart de finale retour contre Barcelone au Camp Nou. Et on fait 2-2 au match aller, et là c'est le match retour. Et lors de sa causerie du matin, le coach nous sort un plan de jeu sur la première mi-temps, en nous disant « Attention les gars, on joue bas mais pas trop, on garde de la vitesse sur les couloirs avec Pocho devant, et puis on essaie d'exploiter les contres au maximum. Ça va se passer comme ça dans le premier quart d'heure, on va prendre la pression, on fait le dos rond, mais par contre la première attaque, on doit leur faire mal. Et après vous allez voir, ils vont reculer, on va s'installer. » Et tout ce qu'il nous a dit durant toute cette causerie, que ça soit pour la première mi-temps et presque pour le reste, ça s'est presque déroulé comme ça. Et là, quand tu es sur le terrain et que tu te remémores à ce qu'il t'a demandé de faire, que tu es en capacité de le réaliser et que ça marche, tu te dis vraiment que tu as une symbiose entre ton coach, l'équipe, et ça donne confiance à tout le monde en fait. Et le but de Ravière en début de seconde période, il résulte de la confiance qu'on a accumulée tout au long de la première mi-temps, parce que on avait souffert au match aller, on a fait 2-2 à l'arraché, on savait qu'on était en dessous le Barça, et finalement sur ce match retour, tu te rends compte que tu fais vraiment jeu égal avec eux et que ton plan de jeu te permet peut-être de te qualifier. Et là, quand il y a le but de Ravière, on est sur le terrain, on est comme des fous, on se dit ça va passer. Et là, il y a un truc qui n'avait pas été prévu par le coach. C'est la Pulga qui
qui va s'échauffer et qui n'était pas censé rentrer parce qu'il était blessé. Et là, comme quoi un élément, ça change tout le cours d'une rencontre, juste la présence d'un joueur, parce que Messi, il est rentré sans être tonitruant, sans être décisif, mais la confiance, elle s'est inversée, c'est-à-dire que quand Messi a été s'échauffer, il a redonné confiance à un stade qui n'en avait plus, à une équipe qui n'en avait presque plus, et nous, à l'inverse, on a reculé de 10 mètres. Et là, ça fait toute la différence. Et tu te dis que là, malgré tout ce que tu peux anticiper, prévoir, même quand ça se passe bien, un tout petit, bon là c'est pas un tout petit, hein, on parle de Messi, mais un événement, ça change le cours d'une rencontre, d'une histoire, parce que peut-être que ça aurait changé notre histoire personnelle et du club à tous. Et tu te dis que le foot ça tient pas à grand chose et que finalement, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, tout l'amour qu'on veut, des fois ça se passe pas comme ça. Voici mon top 5 des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai évolué, même si ça va être très dur de faire une sélection. Il y en a un que je peux pas éviter, évidemment, c'est Zlatan. Ibrahimovic, pour ceux qui avaient encore un doute sur l'identité du personnage. C'est quelqu'un qui voulait jamais perdre, c'est-à-dire que même quand il enlevait les lastos de ses tibias, il voulait absolument être celui qui le mettait dans la poubelle le plus loin possible, sinon il râlait. Il avait toujours de la répartie pour dire que de toute façon, c'était lui le meilleur. Même quand il perdait, il arrivait quand même à dire « Oui, enfin bon, j'ai perdu aujourd'hui à l'entraînement, mais grâce à qui t'es champion, c'est quand même grâce à moi. » Donc bon, voilà, c'était un caractère à part, toujours dans la déconne, dans la recherche de conflits pour en sortir vainqueur. Voilà, tout le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Voilà, grand respect pour l'homme et le personnage, même si des fois on a envie de le frapper, mais tellement balèze qu'on peut pas. Avant que tu passes à un autre, fais-moi tes meilleures histoires de Zlatan. La première anecdote, c'est la souris verte quand même qu'il a chanté, ça c'est magnifique. Un grand gaillard comme ça qui, le jour de son arrivée, chante la souris verte à table devant tout le monde, mais il l'a fait. Et c'était un moment sympa. Ensuite, petite anecdote terrain. Et la première fois où j'ai raté une passe pour lui, ce regard fusillant. Mais ça voulait dire attention, moi je rate pas de passe, donc toi non plus, hein, quand je te la demande à cet endroit, tu la donnes. Une autre anecdote, j'en ai des millions avec lui. Hein. Il est tellement fou ce gars-là qu'on pourrait en sortir un paquet. Ça va surprendre personne, mais chaque fois qu'on faisait des séances de frappe, déjà sa qualité était juste incroyable et parfois il essayait juste pas de marquer, il essayait de faire mal au gardien. Et c'est vrai que à l'époque, les Ronan Lecros, Mike Maignan, ils en ont pris quelques-unes qui leur ont picoté les doigts, je pense. Thiago Silva, parce que c'est un défenseur hors pair, on l'appelait pas le monstre pour rien. Sa science, sa lecture du jeu, c'est aussi une de ses grandes forces, parce que c'est vrai que c'était pas le défenseur le plus rapide, mais grâce à ça, il avait toujours un coup d'avance sur les attaquants. Et ouais, c'est quelqu'un qui était vraiment très très important dans notre dispositif défensif, mais aussi offensif, parce que souvent sa première relance, elle faisait très mal. Et sur le professionnalisme, sûrement il a dû vous apprendre plein de trucs, vous montrer plein de trucs. Sa femme m'avait expliqué comment si tu connaissais sa routine. En fait, après un match, il rentrait chez lui, il regardait le match, ouais. Il lisait les commentaires, le lendemain, il re-regardait le match, jusqu'au match d'après, il regardait le match tous les jours. Ouais, oui, ça fait partie d'une exigence qui s'imposait aussi pour essayer de gommer les petites erreurs. Au-delà de ça, ne serait-ce que de regarder les matchs, c'était aussi tout ce qu'il pouvait mettre en place pour pouvoir être au top physiquement tout le temps. Et voilà, c'est quelqu'un qui a dédié aussi sa vie à sa passion, mais son métier, pour pouvoir durer, pour pouvoir gagner des titres et pour pouvoir être le joueur qu'il a été et qu'il est encore aujourd'hui. Donc je sais pas si j'aurais été capable d'autant de sacrifices, donc c'est quelque chose que je respecte énormément. Je vais me remémorer mon époque lorientaise où j'ai côtoyé bon nombre de très bons joueurs. Et il y en a un vraiment avec qui j'ai adoré jouer, c'est Marama Vairua. Parce que déjà l'homme, je l'aime beaucoup, la pagaie, évidemment, mais un joueur qui pue le foot, quoi. Comme on n'en fait plus beaucoup, mais à l'époque, il y en avait quelques-uns comme ça, des joueurs un peu sous-cotés, mais qui ont fait des carrières exceptionnelles, mais quand vous jouez avec eux, vous vous rendez compte du niveau qu'ils ont, comme Michael Pagis, comme Jérôme Leroy. Et puis surtout, il avait une relation incroyable avec Rafik Saifi devant, ils arrivaient à se trouver les yeux fermés, un qui laisse passer le ballon pour un 1-2, pour l'autre en profondeur. Et puis Marama, il avait cette capacité à mettre des bicyclettes, une frappe pied droit, pied gauche flottante. C'est typiquement l'image du footballeur que j'imaginais quand j'étais plus jeune, et avoir pu partager des saisons avec lui, c'était génial. Après, une anecdote sur Marama, j'en ai beaucoup aussi, mais c'est une pas très drôle, mais ça montre à quel point des fois
on n'est pas préparé à ce qui peut nous arriver. Il était en pleine bourre, Marama, et je me rappelle, on faisait des exercices de saut de haie. Et sur la dernière haie de la dernière série, il est juste devant moi. Il saute la dernière haie, il atterrit, il se retourne, il me regarde et il me dit « Mais pourquoi tu m'as marché dessus ?» Et je le regarde, je lui dis « Maram, t'as pété un plomb quoi? Je suis à 2 mètres de toi. » Et là, il s'écroule par terre. Et en fait, il venait de se faire une rupture du tendon d'Achille. C'était pas très drôle comme moment, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et quand on voit ça, on se dit toujours bon bah voilà, hein, on sait pas de quoi la minute d'après est faite dans le foot. On va passer à Lyon. Je pourrais vous citer Corentin Tolisso, je pourrais vous citer Maxime Gonalon, Clément Grenier, Samou Titi. C'était les grands espoirs quand je suis arrivé à Lyon qui l'ont confirmé d'ailleurs. Mais bon, je vais quand même rester sur Alex Lacazette qui a fait une saison mais juste incroyable l'année où je suis arrivé. Il a fini meilleur buteur du championnat avec 27 réalisations si mes souvenirs sont exacts, devant Zlatan. Et surtout ce qui m'a impressionné au-delà de sa qualité de finisseur, c'est déjà l'aura qu'il pouvait avoir sur un groupe et sur sa bande de Lyonnais aussi, parce que c'était pas le chef de file, mais c'est vrai qu'il tirait un peu tout le monde vers le haut de par son attitude et sa qualité. Je me suis dit quand je suis arrivé, ouais, c'est vrai que j'ai quitté une équipe avec énormément de talent au PSG, avec de très grands joueurs, mais finalement j'arrive à Lyon avec une génération en devenir qui en a aussi beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon joueur que j'ai adoré côtoyer, que j'ai adoré servir aussi, même s'il le trouvait pas assez souvent à son goût. Parce que ça c'est véridique, hein. Il me dit mais Jaja, tu me saoules. Il me dit tu mets des ballons à tout le monde et jamais à moi. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable. C'était ma cible prioritaire dans la surface de réparation. J'essayais tout le temps de le servir et on se comprenait jamais. Et ça, c'est un truc de malade. J'ai jamais compris. Je pense que j'ai dû lui faire en 3 ans, j'ai dû lui faire 2 passes D, quoi. Alors que il était tout le temps dans la surface. Il avait souvent sa solution, mais je sais pas. Il y avait un truc qui matchait pas entre nous. C'est quand même cool. Et 5e, je ne pourrais pas passer outre mon aventure niçoise aussi, avec le fameux Mario Balotelli. Sacré personnage. Talent gâché aussi pour moi à mes yeux, parce que j'en ai vu des joueurs pétris de talent, mais lui, je pense que c'est celui que j'ai côtoyé qui en avait le plus, mais qui en faisait pas forcément toujours le meilleur usage. Frappe de balle exceptionnelle, vision du jeu, capable de faire des transversales en une touche sans regarder. Voilà, un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné le championnat d'Angleterre, qui a été promis à un avenir de dingue quand même. Il a mené l'Italie jusqu'à la finale de l'Euro. Et malheureusement ou heureusement, peut-être que sans son caractère, il aurait peut-être même pas réussi à passer en pro, mais je pense qu'à un moment donné, ça l'a quand même desservi parce que voilà, c'est un joueur qui est incontrôlable. C'est-à-dire que ça soit à l'entraînement, en match, voilà, c'est un joueur plein de spontanéité qui des fois va faire la différence, mais qui peut vous mettre en difficulté aussi. Voilà, c'est un joueur que j'ai aimé aussi découvrir parce qu'on en est parfois une très mauvaise image, alors que dans un groupe, dans un collectif, il est hyper important et il essaie toujours quand même de mettre ses coéquipiers dans les meilleures positions, même si des fois son caractère reprend un peu le dessus. Mais je préfère retenir le positif de Mario où on va pour jouer à Lyon, on est en galère, on a perdu je crois les 3 premiers matchs, c'est le 4e match de la saison et Mario arrive en retard et le coach avait prévenu que si le premier qui était en retard, il jouait pas. Et finalement le soir il joue, il est titulaire, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été aussi bon que ça et avant le match, il nous avait dit « Je suis désolé les gars pour ce qui s'est passé aujourd'hui et soyez sûrs que ce soir, je vais tout donner pour qu'on gagne. » Et il n'avait pas marqué, il n'avait pas fait de passe décisive, mais par contre, dans son investissement, c'était de très loin le meilleur match de Mario depuis longtemps. Donc, c'était pour dire aussi qu'il était dévoué dans un collectif et qu'il savait reconnaître ses erreurs, même si parfois, voilà, son tempérament était un peu exacerbé, mais voilà, il avait quand même du respect pour ses partenaires et son équipe. Le top 3 des coachs que j'ai préféré dans ma carrière, c'est ça. Je ne mets pas d'ordre, mais bon, évidemment, Carlo Ancelotti, ça a été grand coup de cœur en tant que coach, autant par sa façon de manager, son analyse tactique, sa vision des choses, que par son côté humain. Parce que c'est le seul vraiment que j'ai vu réussir à faire l'unanimité dans un vestiaire, que ce soit les joueurs qui étaient titulaires ou ceux qui n'ont même pas quasiment fait 1 minute de la saison. Donc voilà, on a l'anecdote peut-être, c'est le jour du départ, quand il nous a annoncé qu'il quittait le club, même si c'était un peu dans les tuyaux, une sale nouvelle pour tout le monde et on était vraiment très triste et
On a eu l'occasion d'avoir une petite vidéo qui a à la fois fait rigoler parce qu'il y avait beaucoup de sourires dedans et à la fois beaucoup de tristesse aussi parce qu'il y avait des mots qui touchent. Donc c'était voilà, un grand moment même si c'était à la fin. Top 3 des coachs, en 2 je mettrais Christian Gourcuff. Enfin en 2, je dis que je mettais pas de classement, mais disons que ça a été un coach important pour moi aussi parce que Christian il m'a appris énormément sur ce que devait être un joueur de haut niveau tactiquement et techniquement. Évidemment, je ressortirai ces séances de 10 contre 0 qui parfois pouvaient durer jusqu'à 3 quarts d'heure où on répétait des gammes pour pouvoir avoir des automatismes le week-end. Ces longues séances du mercredi matin, de tous les mercredis matins, où on passait de 10 contre 0 à 10 contre 4, puis 10 contre 6, puis 10 contre 10. Bon, par contre, j'avoue, pour les remplaçants, c'était dur, parce que là, c'était très long. Pour l'anecdote aussi, le premier coach que j'ai eu en pro, Philippe Insberger, qui m'a lancé dans le grand bain. Voilà, un mec entier, honnête, qui nous a fédérés autour d'un même projet, notamment l'année de la remontée avec New York de National en Ligue 2, où on a terminé champion. Et les anecdotes, c'était surtout les anecdotes du mercredi après-midi, après l'entraînement. À l'époque, au stade René Gaillard, il y avait une petite salle café. Et cette petite salle café se transformait en salle apéro avec quasiment l'intégralité de l'effectif tous les mercredis après-midi pour manger un bout de pâté, des huîtres, un verre de blanc et passer toute l'après-midi à dire des conneries, à jouer aux fléchettes, au baby-foot. Voilà, c'était des moments voilà, privilégiés, particuliers et qui m'ont bien lancé dans le grand bain du monde professionnel. C'était mon idole à Bordeaux, donc ça l'a été par la suite, évidemment Zinedine Zidane. Il y a des images qui restent gravées dans ma tête. Et quand il a mis ses 2 buts en finale de Coupe du Monde pour le titre, ça a été pour moi un grand moment et puis j'étais fier de lui et fier pour lui, quoi. Un fan, quoi, également.